Bonsoir Bernard. Mm. Oui, c'est parce que j'ai cru comprendre, mais j'ai peut-être mal compris que dans le dernier exercice qu'on devait faire, on devait penser à une situation, on va dire plutôt difficile ou désagréable. Et, euh, et moi, j'ai compris que ce que vous disiez, c'est que finalement, ce qui nous arrive émane de nos pensées. Mm. Ouais, j'ai dû avoir m'être mal exprimé. Alors, euh, Non, ou j'ai mal compris, je ne sais mm, pas. ouais, donc, je sais, c'est une idée très courante dans différentes spiritualités. Euh, euh, et à un certain niveau et un certain aspect de ceci aussi dans une courant miracle. Mais je me méfie, c'est-à-dire, ce que nous, l'objectif d'un courant miracle est de nous aider à transformer notre culpabilité et pas de le renforcer. Donc, ni de renforcer la culpabilité d'autres personnes d'ailleurs. Donc, quand je pense à un événement terrible qui m'arrive et je suis tenté de dire c'est la faute d'autres personnes, ça va pas me servir de dire que c'est ma faute, mais ça va pas me servir non plus de dire que c'est leur faute. L'idée, c'est de transformer la culpabilité tout court. Euh, Quand on pense, par exemple, à ce qui se passe en Ukraine, où des shootings, des fusillades aux États-Unis à répétition, c'est extrêmement inutile pour moi de dire j'ai fabriqué ça avec ma pensée. Ouais. C'est mon rêve ou c'est ma projection. J'y suis responsable pour la guerre en Ukraine ou le fusillade aux États-Unis. C'est particulièrement inutile pour nos fins ici. C'est vrai que je participe dans l'unité d'esprit que nous sommes, dans l'esprit un que nous sommes, qui fabrique ce rêve ensemble. Donc, j'ai ma part de responsabilité du fait que nous sommes en train d'imaginer ce rêve ensemble. Et dans notre rêve dont je fais partie, il y a des guerres, il y a des fusillades en Ukraine. Euh, S'il m'arrive un événement dramatique pour lequel je ressens beaucoup d'émotions et des sentiments extrêmement intenses, cela ne serait pas bénéfique pour moi de dire que c'est ma faute, j'ai créé tout ça, j'ai fabriqué tout ça de toutes pièces, et pour quelle raison? Pour me faire mal. Ça sera particulièrement pas fructif, inutile, inefficace pour nous et notre guérison. Donc, si dans un premier temps, face à un événement dramatique, je me sens, j'ai besoin de dire, c'est leur faute, je suis enragé, je ne peux pas croire qu'ils ont fait ça. C'est ainsi, soit on a besoin de faire valider notre expérience aux yeux d'autres personnes, que personne ne nous dit dans un premier temps, euh, c'est pas si grave, ce n'est pas si méchant, il faut le voir différemment, et peut-être tu y es pour quelque chose aussi. Dans un premier temps, ça va pas nous servir. On a besoin dans un, je trace avec vous, si vous voulez, les étapes de guérison face à un traumatisme. Donc, il y a des étapes de guérison. Et là où on commence n'est certainement pas en disant que vous y êtes pour quelque chose. Mais quand on progresse l'échelle de la guérison, à un moment, effectivement, on va réfléchir à ce qui était dans mon esprit qui m'a prêté à avoir ce genre d'expérience, qui m'a disposé, qui m'a mis dans une certaine disposition d'esprit ou de résonance d'esprit où j'ai pu me laisser euh, euh, attraper par une certaine situation ou entrer dans une certaine dynamique ou configuration de difficulté. Et d'essayer de voir ce qu'il y avait en moi qui me disposait à être affecté par ça ou entrer dans tel ou tel scénario difficile. C'est extrêmement bénéfique pour nous à un certain moment, mais certainement pas pour renforcer la culpabilité de qui que ce soit, mais pour trouver à des niveaux de plus en plus subtils quels peut être des courants qui sont en train d'agir dans ma vie.
surtout si c'est le genre de situation dans laquelle il semble que je rentre périodiquement, une situation qui revient, ou au moins à différentes situations, mais qui ont une chose en commun, c'est que ça me laisse avec un certain sentiment de déception, de trahison, de colère, d'injustice, de tristesse, d'abandon. Là, effectivement, il y a quelque chose à voir. Ce n'est pas forcément que le monde est en train de vous faire ceci tout le temps et vous êtes la victime. Il y a certainement quelque chose qui est en train de se passer en moi qui fait en sorte que je vois le monde de cette façon et que je me laisse attirer dans certaines situations. Mais là, c'est vraiment une longue discussion et aussi surtout un long processus de découverte de soi, de voir quels sont ces courants sous un niveau profond qui font en sorte qu'on se laisse parfois piéger dans certaines situations. J'ai fait une série de séances sur ces différents courants. Je ne sais pas en quelle année c'est maintenant, si c'est en 2020 ou 2021. Nos bonnes raisons de souffrir, c'est quelque chose comme ça. Parce que le cours miracle nous dit que nos façons de souffrir, notre façon de souffrir n'est pas anodine. Il y a toujours un bénéfice secondaire, ce qui veut dire que d'un côté, nous voulons que tout va bien, et de l'autre côté, nous voulons que tout va mal. Pourquoi? Parce que quand tout va mal, il y a un bénéfice secondaire. Ouais. Et il y a nous avons pu identifier 7 différentes bénéfices secondaires, 7 bonnes raisons que l'ego en nous, ce petit coca qui veut certainement pas qu'on soit bien, qu'il est de bénéficier, de profiter, de se réjouir de notre souffrance. Et ça, c'est des discussions vraiment délicates et profondes. Et nous pouvons en parler à notre moment. Si vous êtes ici ce soir ou si vous regardez ceci en replay, si vous êtes face à une certaine difficulté, nous pouvons essayer de regarder ceci à un autre moment. Vous pouvez me faire un email, je peux voir si je peux vous aider. Je ne sais pas si, Laurence, ça vous donne une idée de ce que cela veut dire, d'être en partie peut-être responsable pour des situations difficiles, mais dans le contexte de la méditation que je vous ai présenté, ce n'était pas mon idée. Oui, je crois que je comprends l'idée du bénéfice secondaire, mais néanmoins, je, je me dis que dans le contexte, par exemple, bon, je prends le caricaturalement, par exemple, un enfant qui va se faire violer, comment peut-on dire, bah, alors, évidemment, je prends la situation Oui, extrême. Bah oui. oui, bah, Oui, je, on peut en discuter. Je pense que pour nos raisons, il y a une façon d'expliquer tout ceci, mais c'est beaucoup plus élaboré. Et je pense que le plus utile pour nous, c'est de rester avec ce que sont nos défis personnels tous les jours, au quotidien, d'essayer de travailler avec ça. Et ça va faire le plus grand bien à notre esprit. D'abord, ça va nous aider à vraiment avoir confiance dans ce processus de guérison, confiance dans cet amour qui est là pour nous derrière nos souffrances, derrière nos scénarios de vie difficiles. Nous pouvons poser ces questions à un certain niveau qui ne sont pas notre expérience, il faut parler probablement avec les personnes concernées pour essayer de vraiment aider dans leur guérison. Mais chacun ici a une façon de vivre sa vie comme si le plus terrible est en train d'arriver. Là, vous venez de parler d'un enfant qui se fait violer, mais chacun a sa façon de vivre sa vie comme si le pire est en train de lui arriver. Et chacun a une façon de dire, je ne suis pas dans l'amour et c'est pour une raison.
la vie m'empêche d'être entièrement dans l'amour. Et c'est pour chacun d'entre nous d'essayer de voir le mensonge que nous sommes en train de nous raconter dans notre vie personnelle pour essayer de justifier notre manquement d'aimer. Quelle est ma raison de dire non, je ne peux pas être plein d'amour? Quelles sont mes raisons? Et de travailler avec ça, une raison après l'autre, et dire maintenant, non, ça ne suffit plus. Je ne veux pas être emprisonné par la logique dans ma tête qui dit l'amour c'est pour les autres, mais c'est pas pour moi. Moi, non, c'est non, non. Je peux pas aimer et j'ai mes bonnes raisons de ne pas pouvoir aimer. On veut monter le bar plus haut et dire j'ai terriblement envie maintenant de dépasser ça et d'aimer et de savoir ce que c'est, de ressentir cet amour profond pour moi pour que je puisse le donner aux autres. Si vous êtes des habitués ici, vous m'avez sûrement entendu parler de l'histoire de Jean-Paul Samputu, dont sa famille, une moitié de sa famille a été massacrée par son meilleur ami d'enfance, Vincent. Je vous ai dit de regarder cette émission qui fait partie des présentations lors des Journées du Pardon en 2015. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici ce soir qui peut repêcher ce lien vers le YouTube. Jean-Paul, si vous mettez Jean-Paul, Journée du Pardon, ça doit suffire pour trouver le lien et mettre dans le fil de chat pour ceux qui aimeraient le regarder. Si vous voulez entendre quelqu'un parler de son impossibilité de trouver la paix et l'amour et de pardonner dans une situation extrêmement difficile, quelqu'un qui a fini par le trouver, ouais. Je vous recommande vivement cette vidéo. J'ai été intervenant moi-même lors de ces journées du pardon. C'était un collègue, cette fois-ci en 2015, et j'étais puissamment impressionné par son histoire, par cette personne, qui maintenant est devenue vraiment spokesperson, représentant du pardon. Il donne des conférences, il est musicien, mais il donne des conférences partout sur le pardon. Ouais. Et sur notre capacité de dépasser l'absence totale d'envie d'aimer, de volonté d'aimer. Ouais. Pour pouvoir aimer, comme il a dit, j'étais obligé de pardonner pour pouvoir aimer à nouveau, pour pouvoir savoir ce que c'est à nouveau d'aimer et d'être aimé. Donc, voilà. Ouais. Mais merci beaucoup, Virginie. Donc, le lien est là. Merci beaucoup. Le lien est là maintenant dans le fil de chat. Si vous cliquez dessus, ça va ouvrir je vous recommande de cliquer dessus maintenant puisque nous allons devoir arrêter notre séance maintenant. Et ça va ouvrir la page, l'onglet sur votre ordinateur. Vous pouvez le regarder à un autre moment. Si vous oubliez, donc c'est Jean-Paul Samputu, S-A-N-P-O-U-T-U, je crois, Journée du Pardon 2015. Et c'est une conférence remarquable, très émouvante. Je pense qu'il n'y avait pas un œil qui n'était pas un œil sec dans la salle.